Ici les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici les médias. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes une personne merveilleuse. Vous écoutez la radio. Ici les médias, voici le sommaire. Ici les médias. Aimé, désiré, adoré. Côte d'Ivoire, lancement prochain d'un appel d'offres pour des licences de télévision privée commerciale. Un appel d'offres sera lancé en mai 2016 pour délivrer des licences d'exploitation de la télévision privée commerciale. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication lors d'une conférence de presse de Douala au Cameroun. Philomène Ducy nous en dira plus. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. À la suite de Philomène Ducy, une question. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle attendu 24 ans avant de rendre effective la libéralisation du secteur audiovisuel? Élément d'analyse dans cette édition. Gabon, Africa numéro 1 en grève. Sans salaire depuis 4 mois, le personnel d'Africa numéro 1 à Libreville a décidé d'entrer en grève. Quelles peuvent être les solutions pour sortir de cette crise? Élément de réponse dans cette édition. Il fallait en parler. Et il fallait parler de ces jeunes officiers de l'école d'ingénierie de la Nigeria Air Force qui ont conçu et fabriqué un drone. Comment parvient-on à de telles prouesses? Roland Diakou vous le dira. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré. Maroc, formation de 5000 jeunes aux médias numériques pour défendre la cause nationale. Février 2016, le Maroc a démarré un programme de formation de 5000 jeunes au plaidoyer numérique sur la cause nationale dans le conflit au Sahara occidental. Bénin, Voodoo Communication prépare Lionel Zinsou pour la présidence de la République. Le groupe Voodoo Communication est dans les starting blocks pour les élections présidentielles du 6 mars 2016 au Bénin. Objectif, donner une meilleure image du candidat pendant la campagne. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un médiaplaneur? En quoi consiste le métier des médiaplaneurs? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Cédric. Aimé Désiré, bonjour. Bonjour, je suis Olivier Cahu, journaliste animateur relais promo, basé à Strasbourg en France. Bonjour, ici les médias, appelez-moi Cédric Tachago, journaliste, correspondant à Douala, au Cameroun. Ici Guy Letran, ingénieur informatique, blogueur pour le compte de Ici les médias, Mouila Gabon. Bonjour, animatrice radio à Douala au Cameroun, je suis Philomène Ducy. Je suis Younes Boumedi, fondateur et directeur de Hit Radio au Maroc. Je suis Roland Diakou, journaliste et présentateur télé, Libreville, Gabon. Amateur des médias, c'est ici les médias. Côte d'Ivoire, lancement prochain d'un appel d'offres pour des licences de télévision privée commerciale. Un appel d'offres sera lancé en mai 2016 pour délivrer des licences d'exploitation de la télévision privée commerciale. L'annonce a été faite par la ministre de la Communication lors d'une conférence de presse. Plus de précisions avec Philomène Ducy, à Douala au Cameroun. Ici les médias. Il aura fallu 24 ans pour que la Côte d'Ivoire complète son processus de libéralisation de l'espace audiovisuel. L'ouverture de ce champ médiatique s'est en effet limitée à la radio, mais dans quelques mois, les Ivoiriens pourraient eux aussi faire l'expérience de la diversité de l'offre sur le plan télévisuel. À la sortie de la conférence ministérielle de février 2016, la ministre ivoirienne de la Communication a déclaré, je cite, « À partir de mai 2016, il sera procédé au lancement de l'appel d'offres suivi des autres étapes relatives à la procédure d'autorisation de nouveaux opérateurs sur le marché pour les télévisions privées commerciales. » Fin de citation. Selon la porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, les candidatures pour les licences d'exploitation de la télévision privée commerciale seront motivées par une caution d'1 milliard de francs CFA. Une commission sera mise sur pied pour examiner les dossiers, notamment le financement, l'origine des fonds ainsi que le contenu des programmes. Le gouvernement ivoirien assure que toutes les conditions sont désormais réunies pour libéraliser la télévision. Ici. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala au Cameroun. Question. Le marché médiatique est désormais ouvert en Côte d'Ivoire, 24 ans après la libéralisation de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui peut expliquer une si longue attente? Pour répondre à cette question, nous avons en ligne Roland Diakou. Bonjour Roland. Salut Aimé Désiré. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer une si longue attente?
C'est 24 ans quand même. Hein? Alors, Émile Désiré, il faut dire qu'en 24 ans, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises, que ce soit des crises post-électorales. Le gouvernement n'était pas stable de par sa communauté, de par sa population. Je pense que l'urgence n'était pas à la libéralisation des télévisions privées, parce que même si les investisseurs voulaient aller en Côte d'Ivoire pour mettre sur pied ou encore pour créer les télévisions privées, avec la situation du pays, ça ne pouvait vraiment pas être une motivation. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays économiquement fort. Il y a des hommes d'affaires privés qui sont capables de monter des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Mais dans une atmosphère qui a prévalu dans le pays pendant plus de 24 ans. Oui. Roland, peut-on dire que la Côte d'Ivoire, sur le plan médiatique, est sur la bonne voie désormais? Dire qu'aujourd'hui, les choses semblent se stabiliser. Maintenant, s'il y a d'autres chaînes de télévision qui peuvent venir concurrencer un peu ces deux télévisions publiques, je pense qu'il y aura non seulement de la créativité qui va naître, mais aussi on va découvrir d'autres talents de télévision. Jusqu'aujourd'hui, on entend parler des Yves Dembila, des Yves Zorbo Junior, de Didier Bléou, bien d'autres animateurs qui coiffent sur la scène médiatique ivoirienne, alors qu'il y a d'autres talents peut-être cachés quelque part. Il était temps, le gouvernement ivoirien prend le taureau par les cornes désormais, et je pense que c'est bien pensé. Hein, cette procédure, elle est plutôt très bien pensée, parce que si à un moment donné on peut estimer qu'à la Côte d'Ivoire elle peut être stable et qu'on peut investir en ce qui concerne l'audiovisuel, c'est plutôt une très bonne chose. C'est une très bonne chose et pour les journalistes et aussi pour la population. Si on peut permettre à ce que des hommes d'affaires puissent investir dans la télévision, ben chapeau. Il faut bien qu'il puisse y avoir cette diversité, et cette diversité ne peut arriver que s'il y a création d'emplois et des hommes d'affaires qui s'impliquent dans des processus ou encore dans des procédures d'investissement dans un pays. Alors, merci Roland. C'était Roland Djakou, notre correspondant à Libreville, au Gabon. Nous allons à Strasbourg, on nous attend Olivier Nkayu. Bonjour Olivier. Bonjour Aimé Désiré. La ministre de la Communication à Côte d'Ivoire parle d'une caution technique d'1 milliard de francs CFA qui sera exigée aux futurs promoteurs de télévision privée. Ce montant peut-il aller en faveur des candidatures des nationaux, surtout lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire est le siège de quelques filiales des médias internationaux comme Trace, de l'Antillais Olivier Laouché ou Vibe Radio du groupe Lagardère. Vous pensez que ce montant d'1 milliard de francs CFA pour la licence est à la hauteur des promoteurs nationaux? Cette annonce, Aimé Désiré, doit être abordée sur deux angles. Un qui est une bonne nouvelle et l'autre qui est une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que le monopole historique de la RTI, celle télévision en Côte d'Ivoire depuis 1962, va prendre fin. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est clairement cette caution technique d'1 milliard de francs CFA qui doit être versée par les promoteurs de télévision privée. Il est aussi important de rappeler que lorsque ce processus a été amorcé, cette caution était fixée à 500 millions, mais très vite elle est passée au double, soit 1 milliard. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agit d'avoir la certitude que les demandeurs réuniront les moyens techniques et financiers pour pérenniser la vie des télévisions qui seront créées. Même si ce dernier argument tient la route, il n'en demeure pas moins qu'il élimine clairement de la course les investisseurs nationaux. Quand il faut préciser que des redevances annuelles de plus de 100 millions devront être versées. Des groupes comme Lagardère ou Trace, déjà présents donc connaissant l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, ne le prend certainement pas cette occasion, les moyens financiers ne leur faisant pas défaut. Un mal pouvant être pour un bien, les employés auront ainsi la garantie de bons salaires réguliers, comme c'est déjà le cas en radio. Merci Olivier Nkayu, vous ne partez pas, je vous en prie. Pendant que la Côte d'Ivoire semble montrer des signes d'une bonne santé médiatique, il n'en est pas de même pour le Gabon. En effet, Africa numéro 1 a entamé il y a quelques jours une nouvelle grève. Gabon, Africa numéro 1 en grève. Ici, les médias. En cause, 4 mois d'impayés de salaire, plongeant le personnel dans de réelles difficultés. Le personnel dénonce également la dégradation de leurs conditions de travail depuis le début de l'année. Les grévistes parlent de ce qu'ils qualifient de navigation à vue de la radio. Ils veulent savoir où est la commission chargée de proposer des solutions de relance d'Africa numéro 1. Ils décrètent également l'inclusion des partenaires sociaux à la réflexion. Après plus de grèves en 2015, l'arrivée d'Alain-Claude Bilibizé au ministère gabonais de la communication avait suscité un espoir désormais perdu. En effet, Alain-Claude Bilibizé avait annoncé que l'État mettra chaque année 150 millions de francs CFA à la disposition de la radio. Cette somme devait servir à payer les salaires des employés et faire fonctionner le comité de privatisation. Belle promesse, mais sur le terrain, la réalité en est tout autre chose. Africa numéro 1 pourra-t-elle sortir de ces interminables crises? Ici, les médias.
Pour répondre à cette question, nous avons Roland Diaco en ligne. Roland Diaco, en tant qu'homme des médias, quelle solution peut-on envisager pour résoudre le problème d'Africa numéro 1? Alors, c'est un problème assez sérieux parce qu'on parle d'Africa numéro 1, on parle de la voix de l'Afrique. Le problème d'Africa numéro 1, c'est autour du problème qui est souvent le nerf de la guerre, l'argent. Il n'y a pas de financement assez important pour maintenir la radio Africa numéro 1. Africa numéro 1 qui a perdu ses lettres de noblesse. Il faut dire que le gouvernement gabonais qui prend la responsabilité d'octroyer 150 millions de francs CFA. Vous voyez que 150 millions de francs CFA pour Africa numéro 1, c'est pas rien, c'est vrai, c'est pas grande chose aussi. Et je pense qu'il va falloir qu'on puisse encore s'impliquer. Pas seulement le gouvernement gabonais, mais qu'il puisse y avoir cette mutualisation. On peut encore réveiller cette radio qui est en train de mourir tout doucement, même si on se rend pas compte, même si parfois on prend ça à la légère, même si on s'est dit, bon voilà, les choses peuvent arriver de manière progressive, mais ça fait quand même beaucoup d'années que ça dure. Il y a des collègues que je connais qui résident à Libreville, qui travaillent à Africa numéro 1, qui revendiquent plus de 6 mois de salaire. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. 150 millions de francs CFA. D'accord, pour le gouvernement gabonais, c'est un effort, c'est un pas, et encouragé d'ailleurs, mais il va bien falloir que d'autres continents puissent se reconnaître là-dedans. C'est un projet commun, c'est pas un projet personnel, c'est un projet commun, même si le défunt président Omar Bongo Ondimba, de par sa largesse, faisait un certain nombre d'actions avec le défunt Kadhafi, qui aussi ne restait pas à marge. Ces deux têtes du continent africain qui ne sont plus, la radio est en train de mourir. Est-ce à croire que c'est Omar Bongo, le dauphin, et Kadhafi, lui aussi défunt, qui faisait Africa numéro 1? Je pense pas. Donc il va bien falloir qu'il puisse y avoir d'autres têtes, d'autres personnes, d'autres chefs d'État qui puissent s'impliquer pour la bonne marche de cette radio. Africa numéro 1 ne peut pas seulement se reposer sur le dos d'une seule personne ou encore sur le dos d'un seul État. Il va bien falloir qu'il puisse y avoir cette mutualisation et qu'enfin on puisse redonner les couleurs d'antan d'Africa numéro 1, la voix du continent africain. Merci Roland. Vous ne partez pas, je vous en prie Roland. Si les médias ont longuement parlé des grèves répétées à Africa numéro 1, ce n'est pas le cas pour ces jeunes officiers nigérians qui ont conçu et fabriqué un drone. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de ces jeunes officiers de l'école d'ingénierie de la Nigeria Air Force qui ont conçu et fabriqué un drone. Comment parvient-on à de telles prouesses? Roland Diaco. Ici, les médias. C'est toujours un plaisir d'être sur les ondes dans l'émission Ici les médias pour parler de ce qu'il fallait en parler, pour parler justement des innovations ou encore des créations africaines dont on ne parle pas trop ou encore qu'on parle moins dans certains médias et malheureusement peut-être pas les médias africains ne relayent l'information comme il se doit ou encore ne valorisent pas assez les créations africaines. Alors aujourd'hui il s'agit des jeunes officiers de l'école d'ingénierie de la Nigerian Air Force qui ont conçu et fabriqué un véhicule aérien sans pilote, plus communément appelé drone, qui pourrait voler non-stop pendant environ 4 heures à 3000 pieds. Alors, Goulma, c'est son surnom d'ailleurs, le surnom de ce drone fabriqué au Nigeria. Il aura fallu 3 années de travail acharné à ces jeunes Nigérians pour fabriquer ce drone grâce à un financement du gouvernement fédéral et de leur collaboration avec l'université de Tranfield au Royaume-Uni. Goulma a été dévoilé au grand public en décembre 2013. Alors, ce drone n'est pas parfait, il faut le dire, et doit être amélioré car son moteur est encore par exemple très bruyant en l'air. En effet, un drone doit être silencieux pour atteindre ses objectifs de façon presque inaperçue. On ne sait pas par contre si ce drone a été équipé d'un système d'armement qui pourrait détruire les cibles ennemies. C'est la raison pour laquelle les ingénieurs de la NAF doivent agrandir l'appareil, améliorer son autonomie en vol du drone et le faire voler bien au-dessus de 3000 pieds. Cependant, il est très encourageant, ça il faut le dire, à ce stade d'avoir fabriqué un tel drone localement. Espérons que le gouvernement fédéral permettra d'améliorer Goulma afin de le rendre pleinement opérationnel. Donc une autre création sur le sol africain qu'il faut encourager, qu'il faut en parler pour susciter encore le soutien des forces vives de la nation, pas seulement nigériane mais aussi africaine, parce qu'il s'agit là d'une création africaine. Il fallait bien qu'on en parle et je pense qu'aujourd'hui on a fait notre part en parlant justement de Goulma et vraiment chapeau et encouragement à ces jeunes ingénieurs de la Nigerian Air Force. Ici, les médias. Il fallait en parler et on en a parlé avec Roland Diaco à Libreville. Pendant que le Nigeria mise sur le drone pour une meilleure défense de la cause nationale, le Maroc, quant à lui, fait le pari sur les médias numériques. Maroc. Formation de 5000 jeunes aux médias numériques pour défendre la cause nationale. Février 2016, le Maroc démarre un programme de formation de 5000 jeunes au plaidoyer numérique sur la cause nationale dans le conflit du Sahara occidental.
Philomène Ducy. Ici, les médias. Le Maroc a démarré un programme de formation de 5000 jeunes au plaidoyer numérique sur la cause nationale dans le conflit du Sahara occidental. La formation viserait, selon le ministre de la Communication, Mustapha El Khalfi, la défense de la cause nationale dans le monde numérique, et ceci avec une stratégie de communication très poussée. Il précise que ce sont des jeunes politisés qui seront formés. Concrètement, le gouvernement marocain entend signer une convention avec les jeunesses des partis politiques pour la formation des jeunes en ce qui concerne les plaidoyers dans le monde digital. 1000 jeunes seront formés chaque année. Au bout de 5 ans, 5000 jeunes venant des différentes régions du royaume marocain devront être formés afin de défendre, promouvoir et expliquer la cause nationale dans le monde numérique. Le ministère de la Communication marocain a déjà mis en ligne le portail sahara.gov.ma dédié à la promotion et à la mise en valeur du Sahara marocain. Philomène Ducy, notre correspondante à Douala au Cameroun. Nous avons cherché à comprendre les enjeux de cette nouvelle façon de défendre son territoire national. Et pour cela, nous avons en ligne de Strasbourg, Olivier Nkayu, et de Douala, Cédric Tachago. On va commencer par Cédric tout d'abord. Cédric, l'idée d'intégrer les jeunes dans la défense des intérêts nationaux à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce que le Maroc a gagné dans cette stratégie de communication? Alors, Aimé Désiré, vous conviendrez avec moi que les notions de patriotisme, d'intégrité ou encore de nationalisme ne sont pas les choses les mieux partagées par la jeunesse africaine. Ouais, bon, peut-être. Ou du moins par une bonne frange des jeunes africains aujourd'hui. Ces derniers passent le clair de leur journée sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, WhatsApp ou Instagram. Et on le sait tous, cette nouvelle forme de communication, au-delà de l'addiction qu'elle crée chez certains, constitue de véritables dangers. Les exemples sont légion pour illustrer le côté pernicieux de ces réseaux sociaux. Des harcèlements moraux par-ci, la cybercriminalité par-là, l'exposition permanente de l'intimité, la dépendance, etc., etc. Ces plateformes ne sont pas qu'avantageuses, vous le voyez. Et pourtant, il est clair qu'Internet, qui constitue une véritable fenêtre sur le monde, offre de grandes opportunités à la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Et face à tout ceci, et pour répondre à votre question, le Maroc fait là un grand pas et gagnera certainement beaucoup avec cette stratégie de communication si elle est bien appliquée. Et dans le discours officiel que donne le ministère de la Communication du Maroc, on sent ici un souci de formation. Le gouvernement voudrait éduquer la jeunesse afin qu'elle assimile le côté positif de ces nouvelles formes de communication, étant donné qu'elles constituent de véritables niches où on retrouve une bonne portion de jeunes. Et il est donc facile de les toucher par ces canaux et véhiculer des messages positifs comme la défense de la cause nationale. Donc, de nombreux pays du continent, à nos yeux, devraient se mettre au pas et prendre de pareilles initiatives, car la jeunesse qui est en proie à de nombreux maux aujourd'hui a plus que besoin de réarmement moral et désiré. Merci Cédric. Maintenant à vous Olivier. Olivier Nkayu, cette façon de mettre les réseaux sociaux au service de la cause nationale au Maroc peut-elle être reproduite en Afrique subsaharienne? Si oui, dans quelle mesure? Je pense, Aimé Désiré, que pour le cas de l'Afrique subsaharienne, il faut déjà commencer par observer la perception et l'appropriation qu'on y fait d'Internet. Pour la majorité des personnes de cette région d'Afrique, le regard est plutôt péjoratif car les premiers utilisateurs s'en servaient juste pour faire des rencontres. Aujourd'hui, force est de constater que malgré la puissance des réseaux sociaux, on tarde encore les gouvernants notamment à prendre la pleine mesure de sa force. Dois-je rappeler qu'avec les réseaux sociaux, on assiste à ce qu'on appelle la mort de Dieu ou tout simplement la remise en question du journaliste et du diffuseur, bref, des médias traditionnels. Car aujourd'hui, l'internaute peut choisir ses contenus, les partager et les diffuser. Revenons aux dirigeants d'Afrique subsaharienne, ministres compris. Combien ont des comptes Facebook officiels ou Twitter ? Très peu évidemment. Conséquence, les jeunes dans ces pays, eux très actifs sur les réseaux sociaux, sont complètement déconnectés des dirigeants et des enjeux politiques. Le pire, c'est qu'ils sont à la merci des vautours de tout genre, prêts à divulguer de fausses informations avec des illustrations souvent hors contexte. En somme, les dirigeants et gouvernants subsahariens gagneraient à s'approprier les réseaux sociaux afin que la jeunesse suive. Mais tel que c'est parti, nous ne sommes pas prêts de suivre l'exemple de nos frères d'Afrique du Nord. Olivier Nkayu, ne partez pas, je vous en prie. Les réseaux sociaux entre les mains de la jeunesse et au service de la nation. C'est une marque de confiance indéniable.
Cette main tendue aux jeunes en Afrique par les décideurs est de plus en plus visible. C'est également le cas de la jeune entreprise Vodou Communication. Bénin, Vodou Communication prépare Lionel Zinsou pour la présidence de la République. Ici, les médias. Fabrice Ouignon et le groupe Vodou Communication sont dans les starting blocks pour l'élection présidentielle du 6 mars 2016 au Bénin. La mission est la campagne du candidat Lionel Zinsou, actuel Premier ministre. La tâche de Vodou Communication est de faire accepter Lionel Zinsou au sein de l'opinion publique béninoise et de l'électorat. Tâche d'autant plus compliquée que Lionel Zinsou doit se défaire de l'étiquette qui lui est accolée, celle de porte-étendard de la France-Afrique au Bénin. Pour inverser cette image, Vodou Communication a dû s'appuyer sur l'expérience déjà accumulée en Côte d'Ivoire avec les campagnes du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara en 2010 et en 2015. Ici, les médias. Pour mieux comprendre cette main tendue à la jeunesse africaine sur le plan médiatique, Olivier Nkayu est resté en ligne avec nous. Olivier Nkayu, souvenez-vous que Vodou Communication a travaillé avec le feu Robert Guéhi. Il a également travaillé avec Yassibé Yadema au Togo, également avec Bongo Edimba au Gabon et aujourd'hui avec Lionel Zinsou. Olivier, le patron de Vodou Communication a certainement trouvé le bon filon, la communication politique. Alors, peut-on dire que la course au pouvoir présidentiel en Afrique est plus que jamais médiatique, surtout lorsqu'on regarde les médias panafricains qui tournent autour des candidats aux élections? Force est de constater ici que depuis qu'il s'est lancé dans la communication politique, le patron de Vodou Communication n'a essuyé qu'une seule défaite à une élection présidentielle. C'était en 2000 avec Robert Guéhi face à Laurent Gbagbo. Ouais. Mais à ce jour, il est tout simplement considéré comme un faiseur de président. Alors que la communication politique prend de plus en plus d'ampleur en Afrique avec la prolifération des chaînes de télévision panafricaines, les candidats à la fonction présidentielle ont compris que ce n'est plus avec les médias occidentaux qu'il faut assurer la communication, mais bien avec les médias panafricains. On ne peut pas gérer une cité sans communication, alors oui, plus que jamais, la course au pouvoir présidentiel en Afrique est médiatique. Et les gourous de la communication politique comme Fabrice Ouignon devraient proliférer sur le continent. Dans le même ordre d'idée, les médias panafricains comme Africa 24, Vox Africa ou Afrique Média gagneraient à mieux s'équiper et à professionnaliser leurs équipes car la concurrence se fera désormais avec les médias occidentaux qui ne cachent plus leurs appétits pour le continent africain. La leçon à retenir est que sur le plan de la communication politique, l'Afrique a d'énormes ressources, il ne reste plus qu'à les optimiser. Merci Olivier Nkayu. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. C'est en France. Avoir une campagne médiatique réussie exige une bonne stratégie de communication et une meilleure planification à travers les médias. Et ce travail a un nom, médiaplaneur. Qu'est-ce qu'un médiaplaneur? En quoi consiste le métier de médiaplaneur? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Les métiers de la communication. Comme son nom l'indique, le médiaplaneur est le spécialiste de la publicité dans les médias. Il est responsable de la stratégie de diffusion des supports de communication dans les différents médias que sont la presse, l'affichage, la radio, la télévision ainsi qu'Internet. De ce fait, il a pour mission d'élaborer un plan média qui permet de choisir les différents supports pour le lancement des campagnes de communication ou de publicité. Celui qu'on appelle encore digital planner ou chargé d'études médias a ainsi pour rôle d'assurer l'élaboration de la stratégie de communication, le choix de la budgétisation du plan média et d'évaluer le coût de la campagne. Dans son travail, il s'appuie sur des outils chiffrés tels les statistiques, les études de marché et sur sa créativité pour élaborer et superviser des plans médias performants. Ceci permettra de mieux cerner le produit à promouvoir, c'est-à-dire son positionnement sur le marché, ses caractéristiques, le profil des consommateurs et leurs habitudes en matière de médias. Pour cela, il doit se poser des questions essentielles du genre: quel journal lise-t-il? Quelle chaîne regarde-t-il? Sur quel site surfe-t-il? Il faut maîtriser sa cible afin de ne pas insérer un encart, une bannière ou un spot publicitaire sur un support média inapproprié qui ne lui donnera pas la visibilité attendue. L'image médiatique
médiatique du produit est inscrite au registre de ses priorités. Il calcule le prix de revient de chaque campagne et estime son rendement. Il définit le retour sur investissement en mesurant l'impact de la publicité sur les différents supports de diffusion. Ainsi, le média planeur a une obligation de résultat. À l'issue de la campagne et durant sa diffusion, il effectue un bilan de ses retombées car il a des comptes à rendre à son client annonceur. Il doit optimiser le budget du client et pouvoir réajuster son plan média ainsi que sa stratégie pour toucher au mieux la cible visée. Le média planeur est rattaché à la direction stratégique d'une agence de communication. Il collabore directement avec les équipes commerciales de l'agence, mais aussi avec les équipes marketing et communication de l'annonceur. Métier de contact et de réactivité, sa pratique demande un bon sens de la négociation commerciale, le goût et l'analyse des chiffres, une grande intuition, de l'habileté et des qualités de négociateur pour convaincre ses interlocuteurs. Au regard de la pression des clients et des annonceurs qui caractérisent le monde de la publicité, le média planeur doit se montrer à la hauteur et avoir des épaules solides pour accomplir ses missions. Sur le volet formation, il est conseillé aux aspirants à la profession de suivre, en plus d'un cursus en communication, une spécialisation en marketing ou en commerce et gestion. En Afrique, par exemple, des écoles de communication proposent des armes solides à travers la filière publicité. C'est le cas de l'École supérieure des sciences et des techniques de l'information et de la communication ESTIC à Yaoundé au Cameroun et du School of Communication Studies de l'Université du Ghana. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Ici, les médias. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir pour devenir média planeur, vous pouvez prendre la décision qui s'impose. Merci d'avoir écouté cette édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, Mendy Biankadi et Roland Diakou à Libreville au Gabon, Philomène Ducy et Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg en France. Je suis aimé, désiré, adoré, passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous.